Ouais, ça Ça va et va? toi? Oui, oui, écoute, très bien, très très bien. Ça se passe, Barcelone? Ouais, ouais, bah après, ma copine elle habite à 1 heure de Barcelone, donc on est un peu à la campagne, donc c'est Ah, cool. ok. Je pensais que c'était un Ouais. voyage pro. Hmm. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ok, ok, Elle vit ok. à Barcelone et du coup, on a profité de Barcelone, de la Costa Brava un petit peu ce week-end, là, pour le week-end de Pâques. Et là, on va à Paris samedi soir, comme je te dis, et après, on va aux Philippines lundi. Ok. Voilà. Et toi, tu pars où, toi? Tu m'as dit que tu partais aussi, tu vas où? En Bretagne? Ok. Hmm. Pour un week-end prolongé ou une semaine? Non, juste un week-end, on rentre lundi. On rentre Ok. lundi. Trump, en fait, il fait trop de conneries, j'arrive pas à trader, donc petite pause. J'avoue Ouais. que ça doit pas être évident. Ouais, ouais, c'est difficile. Mais bon, c'est la vie. Bon, écoute, comment ça s'est passé, ces petites vidéos sur la culture Alors, phi? très, très bien. Alors, je sais pas si j'ai respecté ce que tu m'as demandé. Je t'avoue que C'est-à-dire? j'ai regardé des vidéos, je sais pas si je sais pas si j'en ai regardé plus ou pas assez, je sais pas. Je me souviens plus trop ce que tu m'avais dit au final. J'aurais dû noter en fait. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais m'en souvenir, mais au final, non. Donc, je vais Ok. te dire ce que j'ai regardé. Ouais, Alors, chapitre 0, j'ai tout regardé. ouais. La consommer sans modération, sur les propres firmes, j'ai vu les 4 premières. Dans les propres firmes? Ouais. C'est le seul T'en module où fallait pas? t'avais pas besoin de. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Ah, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Désolé. Ok, ok. Bah, Du c'est coup, pas grave. dans l'ordre, donc, chapitre 1, j'ai regardé que le déséquilibre et équilibre. J'ai fini la première vidéo, j'ai pas Ok, fait les cas pratiques. ok, ok, ok. Donc t'as avancé sur ça un petit C'était peu. intéressant, c'était intéressant parce que déséquilibre et équilibre, on avait commencé à le voir sur le premier call. Ouais, Et très là, c'était un brièvement, peu ouais. plus parlant. Ouais, parce Ok. que là, on allait un peu plus deep dans la vidéo et du coup, très compréhensif. Donc, très bien. Euh, et- Bah, en fait, j'ai compris qu'on pouvait utiliser le volume profile pour voir le déséquilibre du marché au global et mince, mon indicateur. La VWAP. La VWAP pour le déséquilibre à l'instant T, quoi. Donc, en mixant les deux, on a une meilleure compréhension, donc intéressant. Ok. Et ça te parle, c'est assez logique? Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, je t'avais dit que j'avais déjà cette notion un peu Cette notion, ouais. de juste prix, entre guillemets. Donc, Ouais, ouais. oui, ça me parle. Ouais, ça Ok, me parle. super. Super. L'exemple était concret avec la baguette de pain. C'est très parlant. La fameuse, l'exemple que je sors tout le Ouais. temps. Vu que t'as pas vu les vidéos sur la culture phi, forcément je vais te demander de les regarder parce qu'on allait creuser le sujet. Il y a deux sujets principaux. C'est pourquoi un prix bouge. Et là on rentre vraiment dans la compréhension, dans le mécanisme du prix. Pourquoi, bah là tu vois, je suis sur le Nasdaq, pourquoi il monte, pourquoi il descend mécaniquement. Et l'autre sujet c'est quel est le rôle d'un market maker. Et en fait tout ça, plus l'interview que j'ai faite avec le trader, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui le marché à 90%, il est dominé par des couvertures et par du trading haute fréquence. Ouais. Et ça, c'est une bonne introduction à ma manière de faire, à ma manière de trader. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être OK avec ce qu'on fait et de comprendre. Parce que c'est toujours un peu relou de trader quelque chose où on est un peu sceptique, tu vois. Clairement. On trade un truc, on comprend pas trop. Bah là, on va balayer tout ça et on va se dire OK, j'ai enfin compris. Maintenant, j'aurais juste comme je dis souvent, à comprendre qui est-ce qui a la main entre les acheteurs et les vendeurs. Et comprendre les différents scénarios qu'on peut avoir. Et différent, exactement. Exactement. Du coup, là, tu vois l'écran. Qu'est-ce que tu peux Oui. dire de ce marché avec le peu de choses que tu as vu? Ok. Alors, moi, je trouve. Alors là, je peux dire qu'il est équilibré. Que ce Ouais. soit que ce soit avec le volume profile, où on a quand même un bon équilibre. Et en fait, c'est vraiment attiré autour du POC, mais on n'a pas d'autres gros volumes. Donc, je pense que c'est assez équilibré sur le fond. Et après, sur l'instant T, je trouve qu'on est assez équilibré aussi, parce qu'on s'éloigne pas trop. Enfin, là, tu as enlevé la VWAP, mais enfin, sur la fin, on a un déséquilibre. Mais sur la journée au global, on s'éloigne pas trop. Enfin, on va sur les quartiers 2 maximum. Ouais, On est relativement équilibré. très bien. Donc, comment est-ce qu'on trade un marché équilibré? Et bah, du coup, sur un marché équilibré, on va trader pour se rapprocher donc, du coup, du juste prix. Comment tu l'appelles, du coup, la courbe au milieu? La La, VWAP. la VWAP, Bon, ouais. déjà. Et du coup, on va trader à partir. Alors, attends. C'est quand il y a beaucoup de volume, on trade aux extrémités. Attends. Quand c'est équilibré, attends, que je mélange pas les deux. Ouais, Euh, t'inquiète. On t'entend. Là, quand on est équilibré, on va prendre des positions dès qu'on va s'éloigner un petit peu. C'est-à-dire que dès qu'on va toucher le premier écart type, on va essayer de prendre une position pour retourner vers le juste prix. Exactement. Exactement. Là, pour rester dans la théorie, le marché il est équilibré, tu l'as vu, bah là on va commencer à chercher des achats. On va chercher des achats pour trader un retour dans cet équilibre parce qu'on sait que depuis
ce matin, depuis toute la session asienne. Le prix d'acceptation, là où tout le monde s'est changé, c'était ici. D'accord, mais tu vas attendre quoi? L'écart type 1, 2 ou 3 Bah, du coup? on attend les zones d'extrémité. Et qu'est-ce qui est extrême? Bah, quand on est en dessous des écarts type 2, déjà là on commence à s'éloigner vachement de la VWAP et le volume profile nous aide aussi parce que on va regarder là où il y a moins de volume. Tu vois, là tout ça, là il y a moins de volume. Donc là on sait que tout ça, ce sont des zones de prix non échangées, pas beaucoup acceptées. Et donc si c'est pas beaucoup accepté, on va avoir du mal à retrouver des vendeurs ici. C'est facile d'avoir des acheteurs là parce que c'est pas cher. Mais on aura Ouais. du mal à trouver des vendeurs pour vendre à ce prix-là alors que tout le monde veut vendre à ce prix-là. Et donc si on a moins de vendeurs que d'acheteurs, forcément le prix naturellement aura tendance à remonter. Sauf si le déséquilibre se confirme bien sûr et que les vendeurs deviennent forts même ici, ça c'est un autre scénario. Mais on part du principe que le marché il est équilibré, donc on va rentrer à l'achat. Quand est-ce qu'il faut rentrer, à quel moment exactement, sur quel timing, bah là faut regarder les prochaines vidéos. Ah d'accord. Ouais, t'as vu que la première vidéo sur, Oui, oui. sur les 6 chapitres, forcément. Mais c'est déjà très bien parce que c'est la Bon. logique. Donc là, ça nous donne l'intention. Là, on est Ça sur de te. l'achat, on va chercher de Ouais, l'achat. Et maintenant, on va creuser pour avoir du coup la prise de position, quoi. la confirmation de volume, ouais, exactement. Parce que tu ne peux pas rentrer à l'achat si tu es le seul acheteur. Tu dois rentrer avec d'autres acheteurs que tu auras identifiés. D'accord. Et tu utilises que ça ou tu vas utiliser Bookmap après pour avoir. Sur TradingView, on va utiliser les volumes. Moi, à titre Ok. perso, je vais utiliser d'autres choses. Je vais utiliser les volumes que tu vois sur TradingView, mais je vais rajouter le delta, le CVD, le footprint, éventuellement le carnet d'ordre. Mais ça, tu vois, c'est vraiment l'étape Ultime. ultime. Ouais. Déjà, on comprend la base, on arrive à les identifier même avec des volumes classiques, parce que tout le monde n'est pas en mesure de le faire, hein, juste avec des volumes. Donc, prends le temps de regarder les chapitres 1 et 2, et là, déjà, tu auras beaucoup, 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 beaucoup plus de compréhension. Là, on est en live là sur ton TradingView. C'est Là, l'instant on T. est en live. Ouais, là, on est en live. Donc là, toi, tu vas être concentré quand même pour avoir des achats ce matin. Ouais, je vais regarder. Après, ne me spoil pas si tu veux pas me donner trop d'infos. Ouais, j'aurais tendance à vouloir acheter le S qui lui a des meilleures confirmations. Après, il faut regarder ce qui s'est fait hier, tu vois. Donc ouais, là, c'est une bonne zone pour acheter. Franchement, c'est une bonne zone. Par ici, allez, si on optimise un petit peu et un petit retour à l'intérieur, quoi. Confirmation. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de confirmations, j'avoue. Donc je préfère attendre une meilleure confirmation. En tout cas, le plan, ça serait ça. Soit D'accord. retour Qu'est-ce VWAP, que soit tu. retour POC. Déjà, tu as compris un petit peu les types de marchés? Oui, du marché CFD et du marché futur, non? Non. Non, ça, ce sont des produits financiers. Ce sont des instruments. Le marché, tu sais, il y a le marché des taux, il y a le marché actions, il y a le marché des taux de change, Forex, il y a le marché de la crypto, voilà, tous ces types de marchés. Et pourquoi je te dis ça? La semaine dernière, tu m'as demandé pourquoi je ne trade pas le Forex. Et je t'avais dit parce que j'étais pas rentable. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a un deuxième point. Et peut-être que le deuxième point influe le premier point, ma non-rentabilité. En fait, le marché Forex, c'est un marché qui n'a pas un but spéculatif. Je m'explique. Tu vois, j'essaye de réfléchir à une grosse entreprise. Le petit forestier, je te dis ça parce que je connaissais le directeur financier. Le petit forestier, c'est une entreprise française, tu vois, de camions frigorifiques, là, je sais pas trop. Mais bref. Eux, ils sont à l'international. Et donc, ils ont besoin de dollars pour payer des salaires là-bas. Voilà, ils ont besoin de taux de change qui n'est pas l'euro. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le marché financier et ils vont faire des opérations de change. Donc quand ils vont rentrer, quand toi tu vas avoir des volumes qui arrivent sur le marché de change parce qu'il y a un mec qui achète du dollar contre de l'euro, si toi tu regardes le footprint ou des choses comme ça, tu vas forcément te dire où est-ce qu'il est rentré, où est-ce qu'il veut sortir, quel est son objectif, à quel moment il va décharger, c'est quoi son objectif de profit. En fait, il en a pas. Il en a pas, le gars, il veut juste du dollar pour payer ses salaires aux États-Unis. Il n'a pas cette notion de spéculation. Et le Forex, c'est un peu ça. Et en plus, c'est un marché qui est très souvent OTC. OTC, je l'avais expliqué dans la première vidéo du chapitre 0. Il y a un marché qui est régulé, donc c'est la bourse, et il y a un marché qui est over the counter, donc en dehors de la bourse, en dehors des régulations. Et ça que je l'explique vraiment sur le chapitre 0 dans la première vidéo, donc regarde là, c'est vachement important de comprendre ça, parce que le Forex, principalement les échanges sont faits en dehors de la bourse. Quand toi tu vas, là tu vas aller aux Philippines, j'imagine tu vas prendre des euros et tu vas les changer là-bas. Toi, en faisant... Ouais, c'est ok, j'imagine que tu prends ta carte bleue et puis il n'y a pas de change, c'est ça? Oui, j'ai une carte bleue sans frais et du coup, je retire sur place, c'est ce qui est le plus avantageux.
Ouais, très bien, c'est la même chose. Quand tu vas retirer sur place, qu'est-ce que va faire ton compte? Il va transformer tes euros et il va permettre ce transfert entre. En faisant ça, tu interviens sur le marché de change. Est-ce que pour autant tu as une volonté de faire la spéculation Non. Bah non. Et en plus de ça, tu es en OTC, donc la bourse ne le voit pas. C'est pour ça, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle beaucoup de traders, je mets des guillemets order flow, hein, ceux qui tradent avec cette façon de faire, ne sont pas trop sur le forex, plutôt sur les indices américains, plutôt sur les matières premières ou sur les produits de taux, mais un peu moins sur le forex. Pourtant, tu vas en trouver. Moi, je t'ai dit, en salle de marché, il y avait un trader à Hong Kong, spéculatif, parce que c'était dans le fonds spéculatif, qui tradait uniquement la paire USD JPY. Uniquement, il faisait que ça. Et il était très rentable. Donc tu vas trouver des exceptions, mais c'était un point sur lequel je voulais revenir. Et toi, tu te focuses sur combien d'actifs à peu près c'est tes favoris dans la section, dans la section 2? Ouais, attends, je vais les mettre là. C'est que des contrats à terme et la transition est bien. Et là au-dessus, il y a le Bitcoin. Ça, c'est l'US 500, mais ce n'est pas le contrat à terme. Donc c'est le S&P 500, hein, mais c'est l'indice en lui-même. Alors que là, c'est l'ES 500, enfin l'ES, l'S&P 500, mais c'est le contrat à terme sur l'indice. Et on va en parler un tout petit peu. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que tu vas me dire, c'est le CFD et ça c'est le futur. Oui et non. Ça c'est le futur, effectivement, mais l'US 500, ça c'est pas un CFD, c'est un indice. Si tu veux trader l'indice, tu vas acheter du CFD. C'est pour ça que je te dis, regarde bien la première vidéo du chapitre pour ne pas t'embrouiller, pour que ça soit hyper clair. Comment dire, qu'est-ce qu'un marché, qu'est-ce qu'un produit financier, qu'est-ce qu'un type de marché, tout ça, faut que ça soit hyper clair. Et donc ça, c'est l'indice au même titre que le CAC 40. Quand tu dis le CAC 40 a pris 2 points aujourd'hui, tu penses au CAC 40, tu penses à l'indice lui-même qui est composé des 40 plus grandes entreprises françaises. Là, c'est l'S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et pourtant, dessus, il y a un futur, il y a un contrat à terme. Et pour ce faire, je vais te l'expliquer. Le contrat à terme, c'est un produit qui a été créé par les ingénieurs financiers qui permet d'abord de se couvrir et ensuite de spéculer. Beaucoup l'utilisent pour spéculer maintenant. C'est quasi que ça. Non, je me trompe, c'est quasi que de la couverture. Un futur, un contrat à terme, c'est un contrat, c'est un produit financier qui stipule que j'ai entre deux interlocuteurs, je vais l'expliquer simplement. Si je souscris si j'achète un contrat à terme de l'S&P 500, ça veut dire qu'à une date donnée, je vais dire date de maturité, un strike fixé, donc un prix fixé, je vais recevoir pour faire simple, un contrat de ESM. C'est ça le futur. Le futur stipule que là, tout de suite maintenant, si on prend un contrat à terme, on va recevoir à une date fixée, une date de maturité, un prix fixé. C'est quoi le prix? C'est celui qu'on voit, 6795. On va recevoir un certain montant un certain lot de S&P. Pourtant, le S&P, là, actuellement, tu le vois, il est à combien? Il est ici, il est à 6754, tu vois? Ouais. Alors que le futur, il est à 6194. Et quel est l'intérêt de se dire, moi, je veux recevoir à une date futur un contrat de S&P mais qui a ce prix là, c'est tout simplement parce que on se dit, pour moi, à la date de maturité, le S&P il va valoir beaucoup plus que ça, 6794. Il va peut-être valoir 6800, 6830. Donc je parle de ça, l'US 500 il va valoir 6800, 6850. Et moi je m'en fiche, je me suis couvert parce que j'ai acheté un futur qui me permet de recevoir le S&P à ce prix là. Tu vois l'utilité du truc ou pas? Non? Je vais réexpliquer avec les matières premières, c'est encore plus simple. Je vais mettre le gold. Là. Parce qu'avec les métaux précieux, c'est toujours beaucoup plus simple à comprendre. Là. Comment? Le XAU sur Wanda. Ouais, mais on aura les mêmes prix, je pense. Oui. Voilà, je suis sur FXM. Donc là, c'est l'or. Oui. Là, ça vaut ça, 4725. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'acheter de l'or pour, je sais pas, faire des processeurs informatiques, ou alors c'est juste des grands bijoutiers. Ils ont besoin d'acheter de l'or pour faire tourner leur entreprise et leur industrie. Sauf qu'ils ne... Et ouais, ils font pas la spéculation, mais ils ne peuvent pas, si tu veux, ils ne peuvent pas l'acheter tout le temps au spot. Ils peuvent pas acheter XO à USD parce que sinon ils sont sujets aux fluctuations de prix. C'est trop compliqué pour un directeur financier de se dire j'ai besoin de truc, je l'achète jour J. À chaque jour j'achète. Parce que s'il y a une guerre ou il y a un truc comme ça, et que le gold il fait plus 20%, eux ils vont devoir l'acheter plus 20% pour faire tourner leur économie, mais c'est trop cher, donc ils peuvent être en faillite. Tu vois, il y a un risque énorme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, la différence que tu as entre ton XAU et ton XAU futur, il est toujours le même, non? Il y a toujours 30 points d'écart, non? Non, il n'est pas toujours le même.
il n'est pas toujours le même. Déjà, ça va dépendre de la maturité. Parce que là, on va voir c'est quelle maturité, tu vas comprendre. Je vais GC, parce qu'il s'appelle GC. Et le futur, en fait, il a plein de maturités. Tu vois, maturité avril, mai, juin. Donc en avril, tu vas recevoir une once de gold. Un contrat, on va dire, un contrat de gold. Je vulgarise au maximum, mais c'est pour que tu comprennes. Il va recevoir ça. En mai, il va recevoir ça. Et chaque maturité aura des prix différents. Moi, j'utilise le GC1, point d'exclamation. D'ailleurs, tu vas utiliser tout le temps celui-là parce que c'est celui qui est toujours le plus proche. C'est la maturité la plus proche. Donc là, je vais mettre... Tu vas voir, je vais mettre avril 2026, mai 2026 et novembre 2026. Et là, tu les vois. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes prix. Là, c'est avril. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus d'échange. Ah ouais. Il n'y a plus rien. Puisque les gens, ils tradent plus celui-là. Ils tradent. Parce que avril, c'est là, c'est bientôt. Donc, ils vont trader la maturité d'après. Non. Donc là, tu vois, la maturité de juin, son prix, ça va être ça. Si tu veux recevoir un contrat de gold en juin, son prix estimé, ça va être 4749. Bien sûr, on peut se tromper. C'est un peu une vision future, du coup? Genre, par exemple, si tu as Oui. un contrat en septembre qui est plus élevé qu'en mai, ça veut dire que la tendance du marché va être haussière. C'est une très bonne remarque. Et là, après, on rentre dans la technicité, c'est la construction des contrats à terme. Et là, on va prendre les points de terme. Et là, c'est un peu trop technique. Mais c'est une très, très bonne remarque. Oui. Effectivement, ça te donne des informations. Mais c'est basé sur des choses qu'on a maintenant. Et ce qui est maintenant ne veut pas dire ce qui se passera plus tard. C'est encore une fois de la spéculation ou de la couverture. Donc les prix seront toujours différents. Donc l'idée, nous on en profite pour spéculer le contrat à terme qui a été mis en place de base pour aider les entreprises à se couvrir des fluctuations du vrai prix du sous-jacent, ce qu'on appelle le sous-jacent. Parce que le contrat du futur, il a toujours un sous-jacent. Le contrat du gold, son sous-jacent c'est le gold et ainsi de suite. Le contrat futur de l'ES, son sous-jacent c'est le S&P 500. Petit point pratique, les contrats à terme, sur TradingView, tu auras toujours un décalage de 10 minutes. C'est pas grave pour le moment, mais fais attention si tu comptes trader dessus et regarder. Si tu vas sur le gold, tu ne seras pas au présent. Tu seras là, il est 10h30, tu auras 10h20, tu auras 10 minutes de retard. Pour ça, il faut payer les datas live sur TradingView. Ils sont assez malins, parce qu'ils savent que ceux qui utilisent ça, c'est des gens qui ont forcément un peu plus de moyens, parce qu'ils sont censés gagner un peu plus de sous. C'est quand même 7 balles par mois. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc faudra aller, je te dirai le jour où tu les prendras, où tu voudras les prendre. Je te montrerai sur TradingView où les prendre, mais c'est 7 ou 8 balles, ils augmentent souvent les prix par mois pour avoir les données en live. Du coup, ça reste important d'avoir ça pour trader aussi si je suis en copien, ouais. Ouais, clairement. Clairement, pourquoi? Parce que tout simplement, si tu n'as pas les données live, tu auras toujours 10 minutes de retard et tu n'auras pas les confirmations, quoi. Tu n'auras pas les confirmations. Ah, il y avait une petite confirmation là, j'avais pas vu de mon indicateur. Ah. Ok. Et Tu as créé un indicateur ou c'est un indicateur? Ouais, c'est un indicateur que j'ai créé et que je vais mettre à dispo à tous les élèves. Donc très prochainement, il sera disponible. Parce qu'il faut que je l'explique et il se base sur ma manière de trader. Donc tu es obligé de voir quand même toutes les vidéos pour comprendre. Et voilà. Du coup, on parlera psycho quand tu verras les vidéos sur la psycho. Oui, plus important. Ouais. Je vais quand même parler d'un petit truc et ensuite, ça sera le dernier point. Ça sera un peu léger aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur le prochain call. Je voulais te parler du risk reward, communément appelé le RR. En fait, j'ai envie de t'en parler parce que je sais que t'en parles beaucoup. On a eu l'occasion d'échanger et tu utilises souvent ce terme, mais t'es pas le seul. Ne t'inquiète pas, t'es pas le seul. Je pense que c'est parce qu'on a été éduqué à ça, au risk reward. Et on en a un peu parlé sur la première heure. La question que je te pose, si je te dis que j'ai pris un trade de 11 R, parce que j'aime bien les prendre quand je suis en live, voilà, pour la belle photo. Okay. Quelle info ça t'apporte? Ça m'apporte que j'ai pas besoin d'avoir un win rate énorme pour être profitable. Mais moi, si je te dis, j'ai passé un trade à... Ouais, si je te dis, j'ai passé un trade à 11 R. Ça veut dire que tu vas gagner 11 fois plus que ce que tu es prêt à perdre. Donc si tu prends un SL de 500 $, tu peux gagner 5500 $. Très bonne remarque. Si tu prends un SL de 500 $. Donc, t'as pas la notion de points, du risque associé. Non, parce que tu sais pas combien je perds ou combien je gagne. Juste, tu me dis, si tu prends 500... si tu perds 500, tu peux en gagner 11 fois plus. Mais si je te dis j'ai pris un RR de 11, t'as pas mon risque associé. Tu sais pas combien je perds sur ce SL. Non, j'ai pas le montant. T'as pas le montant. Tu n'as pas la taille de mon SL. Combien est-ce que j'ai 11 R, mais est-ce que c'est un trade comme ça qui tient sur toute une journée ou au contraire
un tout petit scalp avec un trade comme ça, quoi. T'as pas la notion de la taille de mon SL et l'objectif de gain, du coup. Je sais pas combien j'ai. La seule information que le RR peut te donner, c'est si on te donne également le win rate. Parce que si je te dis j'ai passé un trade à 11 R, c'est super, mais si j'en loupe 20 allez, j'en loupe 99 et que j'en passe un, on s'en fiche un peu. C'est que c'est juste beau pour la photo, mais en réalité, je suis pas rentable. Donc, ça te donne pas d'informations sur la rentabilité. Ça te donne pas d'informations sur le risque associé. Ça te donne pas d'informations sur la taille du SL et l'objectif de gain. Ça te donne une information globale du rapport. Bah, c'est le risk reward du rapport entre ta perte et ton gain, mais sans win rate associé. Et ça sert à rien cette information. Ah oui, tout à fait. Donc, là où je veux t'emmener, c'est que quand tu parles en tick ou en points, là, il y a un autre intérêt. J'ai déjà eu des arguments, oui, mais en fait, je sais que quand on me dit j'ai 11 R, bah, je sais s'il met 1%, et ben, il peut en gagner 10. Ouais, mais personne ne met tout le temps 1% sur ses trades. Et ça, ceux qui font ça, c'est pas une bonne pratique. Parce que si tu passes 7 trades dans la journée et que tu mets 1% sur ton capital à chaque fois, c'est pas la même chose qu'un gars qui passe un trade par semaine et qui va mettre 1% également sur son capital. Donc même ça, quand je te dis j'ai passé 11, il va se dire ah, il risque 1, donc il peut gagner 11% sur le capital et il fait comme ça un parallèle. Ça aussi, ça marche pas. En revanche, quand je parle en points ou en tick, ça va te donner d'autres informations un peu plus concrètes, mais du coup concrètes. Là où le risk reward, c'est absolument abstrait. Regarde, si je te dis que moi, en moyenne, je prends entre 10 et 15 points sur le NQ. Donc le contrat à terme. On va essayer de changer de vocabulaire parce que comme ça on part tous sur la même base et on parlera toujours pareil. Bien sûr, on va continuer de parler du risk reward parce qu'il y a un intérêt. Même moi, j'aime le risk reward, j'en parle. C'est juste qu'il faut un petit peu voir d'autres choses et là je te parle de cette vision là où on analyse en points et en tick. Je prends à peu près 10 à 15 points sur le Nasdaq quand je fais mes sessions de scalping. Je risque entre 20 et 25 points sur le Nasdaq. Pas sur un trade, sur une session. C'est-à-dire que quand je perds 20 points, 25 points, j'arrête ma session. Ça, c'est mon daily loss. À partir de là, toi, en tant que trader de futur, tu arrives tout de suite à voir c'est quoi le risque associé. Tu peux même le mettre en dollars parce que tu connais la valeur d'un point et quels sont mes objectifs de gain. Tu sais, si un trader il me dit moi, mon objectif c'est de faire 30 points sur le S par session et j'accepte d'en perdre 7 et je le fais en moyenne une fois, enfin je le fais 4 fois sur 5. Il y a juste une session par semaine où je touche mon daily loss. Et ben j'arrive tout de suite à faire le parallèle avec moi et à me dire est-ce que j'arrive à le faire? Est-ce que moi j'arrive à prendre 30 points sur le S par session, que ce soit de l'intraday ou du scalp? Quel est le risque associé à ça? J'arrive à le voir. Quand je te dis je prends 15 points sur le Nasdaq, 20 de perte, tu arrives à voir le risque associé. En gros, je gagne entre 300, entre 200 et 300 par contre sur le Nasdaq et j'accepte d'en perdre entre 400 et 500. Et donc, tu as un SL plus large que le TP, du coup. En scalping, ouais. Un RR inférieur à 2. Okay. Exactement, inférieur à 1 même. Inférieur à 1, pardon. Inférieur à 1. Et là, là, on sort un petit peu des tranchées battues et de ce qu'on croit de ce qu'on voit sur Internet. Mais j'ai jamais tradé avec un RR de 1. Et même de 1, j'ai jamais tradé, tu vois. Mais bon, après, si tu me sors un win rate à 80%, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais. En fait, il y a deux écoles en scalping. Et quand tu vois des trades comme ça me choque pas. Je le fais, mais je peux aussi prendre des scalps qui vont ressembler à ça. Un petit SL et un petit TP, mais ça va ressembler à ça. Genre. C'est juste que, comment te dire, en scalping, on part du principe qu'on fait pas le poids face au marché. Parce que le trading algo va être plus fort que toi, plus rapide. Il a toute l'information existante et publique que toi tu n'as pas. Toi tu vas juste regarder tes 2-3 indicateurs, mais les hautes fréquences ils vont tout prendre, les flux qui arrivent de Bloomberg, les informations, les tweets à la microseconde. Donc tu fais pas le poids face à eux, tu seras jamais aussi rapide. Et comme tu ne fais pas le poids, qu'est-ce que tu fais? Bah mathématiquement tu vas augmenter ton espérance de gain en faisant quoi? En ayant un risk reward négatif, un risk reward inférieur à 1. Tu acceptes de perdre beaucoup plus que ce que tu gagnes. Parce que tu sais que tu fais pas le poids, donc tu sais que mathématiquement il faut avoir un peu plus de flexibilité dans ta perte que dans tes gains. Tu pars perdant. Et ça. Non, c'est plus simple. C'est plus simple parce que tu TP très souvent. Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais il suffit que tu aies 2 SL de suite, dans ta tête, tu te dis ah ouais, maintenant il faut 4 TP pour couvrir ma perte. C'est pour ça que le daily loss il sera important. Ouais. Le daily loss, il est hyper important parce que tu peux ne pas du tout avoir la vision sur le marché, tu peux complètement te gourer. Tu vois un marché équilibré, donc tu veux le trader comme un marché équilibré, mais il est en train de se déséquilibrer. Tu fais SL une fois, 2 fois, et quand tu... En plus, moi j'ai dit que c'est faux.
En termes d'oseille, je suis entre 200 et 300 dollars par session et je suis prêt à en perdre entre 650 et 700. Ah oui. Je suis plus comme ça en vrai. Mais si je touche mon daily loss, ben j'arrête ma session, je reviens demain et il me faut 2-3 journées dans le vert pour récupérer mes gains. Sauf que 2-3 journées dans le vert, c'est facile quand t'as un risk reward qui ressemble à ça. C'est facile. Tu vois, tu vas te faire SL vraiment. Si tu te fais SL, c'est que t'es absolument mal rentré à un extrême, enfin un endroit où fallait pas, ou alors il y a juste une info qui surprend, un tweet, une news, boum, et là le prix part et ça touche ton SL. Mais c'est plus facile d'avoir des journées dans le vert quand t'as un risk reward comme ça que l'inverse. Ça. Donc là, ça va dépendre de ta psycho. Il y a 2 écoles en scalping. On verra vers quoi tu te tends. Peut-être que tu vas juste apprécier le fait de gagner très souvent et de perdre un peu. Et quand tu perds, c'est maîtrisé. Que l'inverse. Que perdre et avoir le trade qui rattrape toutes tes pertes et qui t'envoie, qui te propulse dans le vert. C'est ce que Ça, j'ai c'est aujourd'hui en bien. tête. Ouais, c'est Justement, ce que tu as en c'est tête. Parce que c'est le trading qu'on voit sur les réseaux. Et c'est pas une critique. C'est très bien aussi d'avoir ce trading là. Comme je t'ai dit, moi en intraday déjà j'ai ce trading là. Je vais perdre pas mal de SL jusqu'à avoir le move de la journée. Parce que l'order flow, on va dire, je l'ai vu et je veux trader le move de la journée. Ça va rattraper toutes les pertes et plus. Toutes les pertes et plus. Comment? mais sur le scalping, c'est différent. Sur scalping aussi, tu peux avoir un petit SL et un grand truc, mais il faut juste être OK de perdre 8 fois, 9 fois et d'avoir un trade qui passe. Et là, c'est là où la psychologie et ta psychologie, ton mindset va nous driver. Est-ce que tu es assez solide pour tanker plein de pertes d'affilée pour avoir le TP gagnant, ou pour ton équilibre mental, il te faut des gains. Il te faut des gains, et quand tu as une perte, t'es OK, tu t'arrêtes. Donc il faut pas craquer, il faut pas aller plus loin, faire du revenge trade une fois que t'as ton daily loss. Ciao, à demain. T'as un garde-fou pour ça? Moi non, parce que j'arrive à respecter. Mais sinon, le garde-fou, c'est que Rhythmic, tu peux lui demander de bloquer. Ah, ok. Mais il n'y a pas que Rhythmic. Si tu vas sur Top Step, etc., tu mets les règles. Ou sur le marché, moi, quand je trade en fonds propres sur les futurs, tu peux demander au régulateur de bloquer ton compte quand tu perds un certain nombre de points ou certains montants en euros. Et il te bloque. Et si tu veux le remettre truc, tu dois envoyer un mail et il t'appelle et tout. Donc autrement dit, c'est trop compliqué, tu vois. Donc ça peut être un garde-fou. Je te dis à demain. Et ça va, parce que le daily loss, en fait, c'est 650, c'est 700. Quand tu prends des comptes à 50K, ton daily loss, en vrai, c'est 2000, donc t'en es encore loin. Et tu sais que, enfin, moi, je sais, je dis pas, tu sais, moi, je connais mes stats, et en moyenne, j'ai une session perdante tous les 10 jours, sauf en ce moment, avec Trump. Le mois de mars, c'était compliqué, ouais. Mais en moyenne, je suis à une session perdante, et quand en 2025 il y avait des mois où la moyenne c'était 13 sessions d'affilée dans le vert, et ensuite boum, une perte de 700. Mais c'est pas grave, après il me faut 3 jours et puis tout le reste c'est du bonus quand je pars sur ce principe. Comme ça, c'est intéressant. Et là, le pire que t'aies fait en série de rouge, 3 jours consécutifs, t'as déjà eu? Non. J'ai réfléchi à est-ce que même 2 j'en ai fait. 3 c'est sûr, mais est-ce que 2? Pas en fonds propres, peut-être en propre firme, où j'y vais un peu plus, on va dire un peu en challenge propre firme, où j'y vais un peu moins sérieusement, quoi. Mais en fonds propres, même 2, je crois que je l'ai jamais fait depuis 4 ans. Quand je traite de cette manière. Après, il y a des journées à bœuf, hein, et il y a des journées où j'arrête à 4 points. Parce que disons que j'étais à moins 8 et que j'arrive à plus 3, plus 4, ça y est, je me dis bon, c'est bon, tu vois. Je parle du daily loss vraiment, parce que je peux avoir des sessions perdantes à moins 4 points, mais du daily loss où on me donne rendez-vous demain, ça 2 fois d'affilée sur un fonds propre, je pense que je l'ai jamais fait. Et du coup, juste pour en revenir en termes de points, si on passe sur du scalping, moi je vais te demander, et on va faire le travail ensemble, donc je vais te demander de faire énormément de backtest. Énormément, là, il faudra faire le backtest pour essayer de voir combien de points ou de ticks tu arrives à prendre sur un actif financier. Donc le S, par exemple, si tu me dis en moyenne, j'arrive à prendre 6 ticks, donc 1,5 points sur le S, donc c'est l'équivalent de ça, hein. On est sur ça, quoi. Attends, je vais le mettre à côté des graphes, comme ça on le voit. Voilà, tu vois, il y a des scalpers, ils vont prendre 6 ticks. Donc 1,5 points. Donc tu vois toute la journée, et ben eux ils vont juste prendre ça. Et ça va leur suffire. Donc on va faire le taf. Et si en moyenne tu arrives à prendre 1 point, 1 point et demi, 2 points sur le S, sans trop de difficulté, c'est-à-dire si tu cherches à en prendre plus, bah là tu vas toucher plus ton daily stop. Et ben déjà on va se fixer une moyenne. On va se dire bon,
toi, tu arrives à prendre 2 points sans trop de soucis sur le S. Maintenant, on va essayer de jauger. C'est-à-dire combien de daily loss tu touches sur 10 sessions pour un objectif de 2 points. Et là, on parle en points. On parle pas en risk-reward. Ton objectif, c'est de faire 2 points sur le S quotidiennement. Et tu as un daily loss de X points. Et c'est super. C'est super parce que si je sais que tu arrives à faire 2 points sur le S, 2 points, c'est 100 balles. Mais si 100 balles par jour, ça te suffit pas, je te demanderai pas de prendre plus de risques, juste d'augmenter tes lots. Au lieu de prendre un contrat, sur le S, tu vas en prendre 2. Donc quand tu gagnes 2 points, en réalité, tu en gagnes 4. Mais c'est pas grave parce que toi, techniquement, ton objectif, c'est d'aller chercher 2 points. Techniquement, mécaniquement. Et comme tu arrives à en faire 2 faciles, bah, si tu rentres avec 3 contrats, ça fait 6 et ainsi de suite. Tu augmentes la taille de position, donc tu augmentes ton risque, tu augmentes ton objectif de gain, mais c'est pas grave parce que de base, c'est maîtrisé. Tu sais à peu près combien de fois tu gagnes 2 points sur 10 sessions. Et là, c'est la notion de points qui est plus intéressante que le risk-reward. Parce qu'on ne pourra pas faire ce parallèle avec le risk-reward. On peut le faire avec les points. Parce qu'on arrive à se projeter. Si tu rencontres un scalper, il dit moi, mon taf, c'est de prendre 50 points sur le Nasdaq. Je te dis, en tant que scalper, je me dis, ouf, je pense que s'il arrive à le faire 4 fois ou 3 fois sur 5, il est vraiment trop fort. Tu vois, j'arrive à me projeter. Avec un risk-reward, si je te dis, j'ai fait un trade à 32 de risk-reward comme j'ai déjà fait en live, quand je l'ai mis en story, j'ai eu 1 milliard de réponses, de commentaires. Waouh, t'es chaud. Mais sauf que t'as pas mon win rate. Peut-être que j'ai mis le trade qui passe une fois par an et que je vous l'ai montré, quoi. Et j'irai plus loin, t'as pas mon win rate sur ce genre de trade. Et t'as pas mon win rate quand je place des trades à 3 de risk-reward. Faut encore une fois les séparer et les analyser différemment. Et ça, encore une fois, personne ne le fait, ou alors très peu, et encore moins ceux qui montrent leur trade en disant j'ai placé un risk reward de 4 aujourd'hui. Donc c'est pas une critique ultime sur le RR, on en parlera tout le temps. Mais je veux t'apporter cette notion de parler en points, en tick et en objectif de gain, en objectif de perte. Parce que là, tu auras la taille de mon SL de la journée, tu as mes objectifs de gain, tu connais mon risque associé parce que tu vas me demander c'est quoi ton click size. C'est une information hyper intéressante. C'est quand tu parles à un trader de futur, il va souvent te dire c'est quoi ton click size, à combien de contrats tu rentres. Parce que généralement, c'est toujours le même. Bon, en ce moment, avec la volatilité, j'ai réduit mon click size. Mais sur le Nasdaq, mon click size, c'était un contrat. Avec un contrat, je devais faire 10 points. Et je l'augmentais jamais. Il y en a, ils vont me dire, moi, mon objectif, c'est faire 10 points sur le Nasdaq. Et je vais lui dire, c'est quoi ton click size? Il va me dire, c'est 5. Bah là, je me dis, ah oui, quand même, il est chaud. En fait, il a un objectif 5 fois plus grand que le mien, une perte 5 fois plus grande que la mienne. Mais on a le même risque. On a la même gestion de risque. On veut nous deux 10 points et on accepte de perdre 20 points sur la journée. On a un peu plus d'infos. Bref, ça c'était le dernier point que je voulais aborder avec toi. Malheureusement, on va pas parler de la psycho ou la culture phi. Mais ça sera pour la prochaine fois. Et puis chapitre 1 et chapitre 2. Comme ça, la prochaine fois, là on parle trading. On se met devant les graphes et tu trades. Et tu trades et tu trades. Et là, ça y est. On rentre dans le vif du sujet tout en parlant de psychologie. Donc une fois que je vais commencer à trader avec toi et qu'on va voir que j'ai les outils en main, c'est là que tu vas me demander de backtester. Exactement. Je vais te parler du journal de trading et c'est là que je vais te demander de backtester et de me parler au maximum de ton ressenti. Que ce soit dans le vert ou dans le rouge, enfin, que tu te sentes mal ou pas, faut que tu m'en parles. Frustration, euphorie, c'est hyper important pour travailler l'autre aspect qui est la psychologie. Hyper important. Donc pour la prochaine fois, tu regarde tout le chapitre 1, tu auras de quoi faire, les principes de base, et tout le chapitre 2. Avec ça, pour aller sur les graphes et avoir des traits très cohérents. Dans à consommer sans modération, tu regardes toute la culture phi. Et revois juste dans le chapitre 0 la vidéo 2, comprendre l'environnement qui nous entoure. Comme ça, c'est encore plus clair, toi. Et puis le côté, le module psycho, tu regardes autant que tu veux en fait. Ça c'est vraiment à consommer sans modération et plus tu avances, mieux c'est. Et pour la strat, chapitre 1, chapitre 2, et première vidéo du chapitre 0. Ouais, tu m'entendais plus en fait. Ouais, je t'entendais plus. Et oui, parce que comme j'ai pris mon téléphone, en fait, ça a mis sur le micro du téléphone, je pense, comme j'étais dans mes notes. Donc voilà, mais en fait, j'entendais tout et très bien, j'ai tout noté, t'inquiète pas, j'ai Ok. tout noté. Et en plus, tu répondais pile à mes questions, donc je me disais que tu m'entendais. Je disais en culture phi, je regarde tout. Tu m'as dit, ouais, alors culture phi, tu regardes tout. Et après, je disais, et psycho, je dois faire quoi? Tu m'as dit, ouais, psycho, t'avances au mieux. D'accord, ok. Incroyable. Pour moi, tu m'entendais, mais non, ok. Ouais. Bon, en tout cas, on est raccord. J'ai compris et j'ai tout noté. T'inquiète pas, cette fois-ci, je serai plus assidu. Super, j'ai hâte de commencer à trader. Ouais, bah moi aussi. Tu m'étonnes. Ouais, bon, bah nickel. Bah, Bah profite écoute, bien. ouais, Mets des petites si tu stories veux. là des Philippines. Ouais, bah enfin, je vais poster un peu en décalé, donc ça sera que dans 10 jours, je pense. Mais... Ok.